Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette toute première vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là puis de m'écouter en ce moment même. Vous avez peut-être la chance d'assister aujourd'hui à un fiasco absolu, comme au début de ma grande carrière de YouTubeuse, qui sait. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous accueille dans un décor mi-Noël, mi-Halloween. Ceux qui me connaissent le savent, je suis une immense fan d'Halloween et je suis incapable de me défaire de mes décorations d'Halloween. Donc toute l'année chez moi, il y a des citrouilles, il y a des chauves-souris un petit peu partout. Donc les petites chauves-souris derrière moi vont rester là. Donc dans le fond, je voulais créer cette chaîne YouTube pour pouvoir discuter avec vous puis partager un petit peu mes passions que je pensais être vraiment étranges. Je pensais qu'il y avait un problème chez moi parce que j'adore tout ce qui concerne les tueurs en série, les histoires de crimes, les mystères non résolus, puis même tout ce qui touche au paranormal, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais clairement pas la seule, puis que énormément de personnes autour de moi étaient passionnées par ça elles aussi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous en espérant que ça va vous plaire, puis que peut-être même c'est pas quelque chose qui vous plaît de base, mais qu'en écoutant mes vidéos, vous allez vous y intéresser. Je sais que ce type de vidéo n'est clairement pas quelque chose de nouveau, que je suis absolument pas la première à faire ça, ça a rien de novateur, mais j'espère quand même que mes histoires vont vous intéresser, puis que si même vous êtes pas forcément passionné de tueurs en série puis de toutes ces histoires, vous allez quand même y trouver intérêt. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je voulais vous parler du cas de Luca Rocco Magnotta, dont vous avez très certainement entendu parler déjà car il a été extrêmement médiatisé, puis c'est un cas quand même qui s'est passé assez récemment. J'ai trouvé cette histoire complètement dingue, donc c'est le premier cas que je voulais aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Donc l'histoire commence en 1982, lorsque Luca Rocco Magnotta, de son vrai nom Eric Clinton Kirk Newman, voit le jour à Scarborough en Ontario. Il est l'aîné de 3 enfants. Son père, Donald Newman, n'est clairement pas un père aimant, il est même très distant avec ses enfants, décrit comme quelqu'un d'alcoolique, de violent. Il sera aussi diagnostiqué comme atteint de schizophrénie très peu de temps après la naissance de Luca, qu'on va appeler Luca dès maintenant pour pas se mélanger dans l'histoire. Sa mère, Anna Yorkin, n'était clairement pas une mère aimante elle non plus, décrite elle aussi comme très distante avec ses enfants, violente et avec des tendances obsessives. Elle avait pour habitude d'enfermer ses enfants pour les empêcher d'avoir tout contact avec le monde extérieur. Ils étaient même tenus de faire l'école à la maison. Suite au divorce de ses parents en 1994, Lucas sera élevé par sa grand-mère maternelle, qui, elle non plus, bien évidemment, ne sera pas tendre avec lui. Le pauvre n'a vraiment pas eu de chance dans son enfance entre son père, sa mère et sa grand-mère. Il aurait eu une enfance vraiment très compliquée et a reçu très peu d'amour. Sa grand-mère avait pour habitude de s'attaquer à lui, que ce soit sur son physique, sa façon de se comporter, sa façon de s'habiller, se moquant de son côté féminin aussi, car depuis très jeune, Lucas avait un côté féminin qui ressortait beaucoup, donc elle lui faisait toujours des réflexions là-dessus et n'hésitait pas à l'attaquer sur son physique. Dès son plus jeune âge, Lucas se démarque comme étant un enfant très solitaire, n'aimant pas la compagnie des autres enfants et préférant rester seul. Il sera aussi très rapidement diagnostiqué, tout comme son père, comme atteint de schizophrénie. Son père déclarera d'ailleurs dans une interview un peu plus tard après les faits que Lucas n'était pas un enfant normal, qu'il avait pour habitude de se comporter très étrangement et qu'il disait à tous ses proches qu'il entendait des voix sans arrêt lui répéter de faire du mal autour de lui. En 2003, Lucas a 21 ans et travaille occasionnellement en tant qu'escorte, mannequin, danseur nu et acteur pornographique gay. Étant très mal dans sa peau, il commencera à pratiquer de nombreuses opérations chirurgicales sur son visage. Il sera d'ailleurs décrit par ses proches comme quelqu'un de très narcissique et égocentrique. Il commence à se faire repérer des services de police très tôt en commettant plusieurs vols ainsi qu'une agression sexuelle sur une jeune femme de 21 ans qu'il aurait filmée. Il sera suite à cette agression condamné à 9 mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'obligation de suivre des soins psychiatriques. C'est à l'âge de 24 ans qu'il va officiellement changer de nom pour le nom de Luca Rocco Magnotta. S'ensuit alors le début de sa période sombre. Lucas cherche à tout prix à devenir célèbre, peu importe par quel moyen, la seule chose qui l'intéresse c'est que son nom soit connu. Il va donc commencer à s'inventer une vie sur internet en se créant 127 différents profils, se faisant passer pour des fans de lui-même. Il commence à publier des articles sur sa vie personnelle en inventant une très grosse partie, se faisant ainsi passer pour un mannequin, un acteur célèbre ou pour quelqu'un ayant voyagé aux 4 coins du monde. Mais il ne se fera réellement remarquer qu'après s'être fait passer pour le petit ami de Karla Homolka. Ce nom doit dire quelque chose aux personnes vivant en Ontario ou au Canada en général, mais pour les personnes qui ne connaissent pas Karla Homolka, sachez que Karla est une célèbre criminelle au Canada ayant sévi en Ontario de 1990 à 1993 et ayant tué 3 personnes avec l'aide de son époux. Il sera suite à ce message contacté par différents médias, mais contactera lui-même le journal The Sun pour leur accorder une interview pour démentir cette rumeur. Rumeur qu'il a lui-même créée, je tiens à le préciser.
Il explique que la personne qui a créé cette rumeur essaie de nuire à sa carrière en l'associant au nom de Karla Homolka et qu'il ne veut absolument pas être associé à cette personne. Il explique aussi qu'il est un très célèbre acteur et que cette rumeur pourrait lui coûter de nombreux contrats. Il va néanmoins tenter par plusieurs fois de modifier la page Wikipédia de Karla en s'ajoutant lui-même comme petit ami de celle-ci. Voyant qu'après cela, son nom ne fait toujours pas les gros titres des médias, il décide de se lancer dans la télévision et plus spécifiquement la télé-réalité. Il participe à l'émission de Mannequinat Cover Guy qui est diffusée sur la chaîne de télévision homosexuelle Out TV. Hi, my name is Luca. Magnot is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. Hi Luca, how are you today? Good, how are you? Cover Guy. So Thank right you. away, you know this is an underwear competition. I'm gonna ask you to, is this robe to cut the shirt right away? All right, definitely. John, how come when his voice was lower, yours went lower? I know, you I have a very deep voice. A lot of people tell me that actually. have a good speaking voice. So how do you get be your on the- voice so deep? How do I get my voice so deep? Practice makes perfect, right? Mais ne sera pas retenu au casting. Il se présente ensuite à un autre casting pour un documentaire sur la bisexualité, pour lequel il ne sera pas retenu non plus. Après ces quelques échecs, voyant qu'il n'est toujours pas capable d'atteindre la célébrité par lui-même et par ses talents, Lucas va donc se tourner vers la violence. Il publie en décembre 2010 une première vidéo sur YouTube d'environ 1 minute qu'il appellera One Boy, Two Kittens. Comprenez par là un garçon, 2 chatons. La vidéo commence plutôt innocemment, on y aperçoit 2 petits chatons sur le lit de Lucas en train de jouer entre eux. On voit ensuite Lucas s'approcher d'eux, commencer à les caresser doucement. La vidéo se coupe et réapparaît sous un nouvel angle. On y voit Lucas attraper un sac plastique ainsi qu'un aspirateur et asphyxier les chatons. Je vous passe tous les détails morbides de cette vidéo, c'est absolument horrible à regarder. Lucas est à peine visible durant cette vidéo, on l'aperçoit de dos à un moment donné. Il porte un sweat à capuche avec la capuche sur la tête, puis tout ce qu'on aperçoit c'est le bas de son visage, ainsi qu'une mèche de cheveux qui lui retombe sur le visage. La vidéo fera très rapidement le tour d'internet, choquant ainsi des milliers de personnes. Les gens sont complètement indignés et veulent retrouver la trace du tueur de chatons. Heureusement, la vidéo sera supprimée assez rapidement de YouTube, tandis que la plupart des gens commencent à oublier doucement l'existence de cette vidéo. Un petit groupe d'activistes décide de mener l'enquête et de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé le tueur de chatons. Ils vont donc créer un groupe sur Facebook qu'ils nommeront « Retrouvons le tueur de chatons à l'aspirateur pour faire justice ». Je vous ai traduit ce titre directement de l'anglais, je suis absolument pas sûre que ça donne quoi que ce soit en français, mais c'est comme ça qu'il s'appelait en anglais. Plus de 4000 personnes vont en quelques jours seulement rejoindre le groupe Facebook, incluant Lucas sous un faux profil, mais ça ils ne le sauront que plus tard. Voyant qu'il a enfin réussi à attirer l'attention sur lui, Lucas n'est pas prêt à s'arrêter là. Il commencera par publier sur son blog plusieurs articles se nommant lui-même le tueur nécrophile, puis décidera de publier d'autres vidéos incluant elles aussi des chatons et même un chien. L'une de ces vidéos contient même un python que Lucas va laisser s'attaquer à un chaton. Même chose, je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo. Je vais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas grand-chose en tueurs en série. Sachez que quelque chose que tous les tueurs en série ou presque ont en commun se trouve être la violence animale. C'est des études qui l'ont prouvé dans leur jeunesse avant de commettre les crimes qui les ont rendus célèbres. Ils se sont tous attaqués à des animaux au préalable. Notre petit groupe d'activistes continue de mener l'enquête de son côté. Ils essaieront par plusieurs fois d'avoir l'aide de la police qui apparemment ne semble pas s'intéresser à l'affaire plus que ça. Ils vont continuer par eux-mêmes en cherchant des indices dans les vidéos de Lucas. Ils vont analyser chaque petite seconde de la vidéo et chaque objet apparaissant, de la marque d'un aspirateur à la forme et le dessin sur une couverture, la marque d'un paquet de cigarettes aussi. Ils vont vraiment analyser chaque petit détail et après des milliers d'heures d'investigation vont enfin découvrir l'identité de Lucas. Suite à ça, ils vont découvrir tous les articles, les vidéos et blogs publiés par soi-disant des fans de Lucas glorifiant son image, ce qui va leur sembler très étrange car Lucas n'est pas du tout une personnalité publique et personne n'a jamais entendu parler de lui en dehors de cette interview pour le Sun. La découverte la plus bizarre qu'ils vont faire se trouve être des photos que Lucas a publiées de lui-même complètement retouchées. Il s'est contenté de découper son visage et de le coller sur le corps d'autres personnes, se faisant ainsi passer pour un modèle très connu, un homme marié ou un milliardaire. Il commence donc petit à petit à réaliser que Lucas est beaucoup plus tordu qu'il n'y paraît et qu'il faut vraiment l'arrêter avant qu'il n'aille encore plus loin dans ses actes. Et ils avaient raison. Le 25 mai 2012, une nouvelle vidéo est mise en ligne par Lucas. Cette vidéo, nommée One Lunatic, One Ice Pick, entendez par là un lunatique, un pic à glace, est absolument glaçante.
Cette fois-ci, au lieu d'un chat, c'est un homme que l'on voit apparaître à l'écran. L'homme a l'air complètement inconscient, allongé sur le lit de Lucas, complètement nu, les poignets attachés au lit. On voit Lucas s'approcher de lui doucement et le caresser, puis la vidéo se coupe et apparaît sous un nouvel angle. Lucas y apparaît de dos, assis à cheval sur l'homme et on le voit doucement attraper un objet qui semble être un pic à glace et commencer à poignarder l'homme à répétition. La vidéo se coupe et on y voit ensuite Lucas transporter le corps de l'homme jusque dans sa baignoire et commencer à le découper en petits morceaux. La vidéo dure en tout plus de 11 minutes d'atrocité absolue. Le 26 mai 2012, soit seulement quelques heures après la publication de la vidéo, la police est appelée au 5720 boulevard des Caries de Montréal, adresse se trouvant être à seulement quelques minutes de chez moi. C'est le concierge du bâtiment qui a appelé la police au petit matin après la découverte à l'arrière de l'immeuble, au milieu des poubelles des résidents, d'une valise très suspecte fermée avec un cadenas et qui d'après lui sentait très fort. L'homme a ouvert la valise lui-même et a découvert le torse d'un homme à l'intérieur. La victime était un jeune homme d'origine chinoise vivant à Montréal que Lucas avait rencontré la veille sur un site de rencontres gays et qu'il avait invité à venir passer la nuit chez lui. Après profonde enquête de la police et examination de toutes les caméras surveillance de l'immeuble, ils se rendent très vite compte qu'un des résidents de l'immeuble, Lucas, agit de façon extrêmement suspecte. Il le voit se rendre au local poubelle plusieurs fois au milieu de la nuit pour y jeter des affaires. Il tombe aussi sur la vidéo de Lucas un peu plus tôt dans la soirée, rentrer avec sa victime dans son appartement, mais en ressortir seul au petit matin. Le 29 mai 2012, soit 3 jours après l'appel de la police au logement de Lucas, le siège du Parti conservateur du Canada d'Ottawa fait la macabre surprise de recevoir par colis postal un pied humain emballé et leur étant directement adressé. C'est à ce moment-là qu'un mandat d'arrêt est lancé contre Lucas Magnotta. La police contacte immédiatement l'aéroport de Montréal pour s'assurer que Lucas ne quitte pas le territoire, mais découvre très rapidement sur les caméras vidéo que quelques heures auparavant, Lucas a embarqué pour un vol en direction de Paris. Suite à cela, les autorités françaises sont immédiatement averties et lancées aux trousses de Lucas pour essayer de l'interpeller avant qu'il ne puisse sortir de l'aéroport. Ils n'arriveront malheureusement pas à temps. Entre-temps, la police de Montréal a procédé à la fouille des poubelles pour découvrir quels objets Lucas a jetés la nuit du crime, et il tombe sur une petite caméra dans laquelle il découvre une vidéo de Lucas quelques jours seulement avant d'avoir tué sa victime, en compagnie d'un homme dans sa chambre. L'homme semble à moitié inconscient lui aussi. On y voit Lucas, tout comme dans sa vidéo One Lunatic, One I Speak, s'approcher de lui et le caresser doucement. Suite à ça, la vidéo se coupe et on y voit Lucas s'approcher de l'homme à nouveau, une scie électrique à la main. Il lui demande si tout est correct pour lui, s'il se sent bien. Lucas décide de s'arrêter là, de couper la vidéo et de le laisser partir. Jusqu'à aujourd'hui, l'identité de cette personne n'a jamais été découverte, mais les vidéos de l'immeuble l'ont montré quitter l'appartement au petit matin, sain et sauf. Lucas, ayant réussi à arriver sur le territoire français, va tenter par tous les moyens de brouiller les pistes. Il commencera par réserver un hôtel au centre de Paris pour plusieurs nuits, mais quittera l'établissement sans même y rester une seule nuit. Cette distraction pour la police lui aura permis entre-temps de prendre un train en direction de Berlin. C'est le 4 juin 2012, soit une semaine après avoir quitté le Canada, qu'un appel est fait à la police de Berlin par le gérant d'un cybercafé attestant que Lucas Magnotta se trouvait dans son établissement au moment même. Lucas se serait présenté à l'homme sous le nom de Kirk Trammell, personnage fictif tout droit sorti du film Basic Instinct. Le gérant avait des doutes sur l'identité de Lucas jusqu'à ce qu'il le voie se connecter à un ordinateur pour y faire des recherches sur lui-même. Donc forcément, après avoir vu Lucas faire des recherches sur sa propre personne, il a su qu'il s'agissait bien de lui et a contacté immédiatement les autorités. La police et tous les renforts arrivent donc quelques minutes plus tard et procèdent à l'arrestation de Lucas. Lors de son procès le 29 septembre 2014 à Montréal, Lucas plaidera non coupable aux charges lui étant inculpées, blâmant son état de santé mentale ainsi que sa schizophrénie pour les actes qu'il a commis. Malgré cela, le 23 décembre 2014, il sera reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est à ce jour toujours enfermé au pénitencier de Port-Cartier de Québec, et c'est le lundi 26 juin 2017 que son mariage avec l'un de ses codétenus y a été célébré. Ce que j'ai trouvé le plus dingue dans cette histoire, c'est que Lucas avait tout orchestré et prémédité. Un an avant les faits, Lucas est allé voir un psychologue auquel il a confié se faire harceler par un homme nommé Manny. Il aurait rencontré cet homme un an auparavant lors de sa période d'escorte, et cet homme le forcerait à faire et dire des choses en portant une immense pression sur lui. Lors du procès, le psychologue de Lucas était sur place et a témoigné de cette conversation, attestant que Lucas se ferait harceler par cet homme et que peut-être Manny serait la raison de tout ce qui s'est passé. Lucas est bien évidemment allé dans ce sens-là en disant que effectivement il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit et que c'est Manny qui l'avait poussé à faire toutes ces choses, le menaçant de le tuer s'il n'obéissait pas.
Après plusieurs investigations, il a été conclu que ce nom était à nouveau un nom fictif que Lucas avait emprunté au film Basic Instinct. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, le personnage principal joué par Sharon Stone se trouve s'appeler Catherine Trammell, d'où le nom Kirk Trammell que Lucas a emprunté. Et le personnage de Catherine Trammell se trouve avoir un ex abusif appelé Emmanuel Manny Lopez, d'où le nom Manny que Lucas a utilisé à nouveau. Si jamais vous n'aviez jamais entendu parler de lui et que cette histoire vous a plu, je vous incite vivement à aller regarder le documentaire Don't Fuck With Cats sur Netflix. Il retrace toute cette histoire et je l'ai trouvé absolument fascinant. Voilà donc pour l'histoire de Luca Rocco Magnotta. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis et commentaires. Juste en dessous ici, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram directement. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez de joyeuses fêtes et à bientôt. Bye!